Alors, je voudrais dédier cette présentation au professeur Jean-Claude H, qui nous a quittés déjà il y a quelque temps. Il n'a pas cessé de me répéter, le test de la vision de l'enfant, c'est important, il faut que tu fasses quelque chose. Comme à l'époque, étant jeune et chercheur, j'étais chercheur à l'INSERM, ayant cette difficile mission d'essayer de développer des instruments pour tester la vision de l'enfant, je me suis attaqué à la tâche avec d'abord un certain nombre de travaux en relation avec les ophtalmologistes, bien sûr, de l'équipe de Lille, mais aussi j'ai travaillé avec des pédiatres, le professeur Denis Kerleux, qui était à l'époque responsable de la maternité de Roubaix et qui nous a permis de faire des enregistrements dès les plus jeunes âges. Également, nous avons une expérience avec des psychologues qui nous ont fait comprendre toute une série de notions sur les problèmes d'attention, les problèmes de conditionnement opérant qui sont importants quand on veut travailler avec des enfants. La suite de tous ces travaux, ça a été également une collaboration avec l'équipe de Irène Gottlob, qui est une ophtalmologiste qui fait de la recherche sur la vision de l'enfant, qui était à l'époque à Saint-Galen et qui pendant 3 ans a utilisé nos équipements pour étudier le développement de la poursuite de l'enfant depuis la naissance jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Cette introduction pour vous faire passer un certain nombre de messages. Déjà, on ne peut pas travailler sur ou étudier la vision de l'enfant sans s'occuper de problèmes d'attention. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Autre problème spécifique à l'examen de l'enfant, l'examen du champ visuel tel qu'il est fait habituellement chez l'adulte est pratiquement impossible parce qu'il implique 2 tâches simultanées, une tâche de fixation centrale, une tâche de détection en périphérie d'un stimulus. Les plus jeunes enfants, eux, ont une réponse essentiellement réflexe et donc ne pourront pas gérer ce multitâche. Wiggles like that. So he really gets a child's attention right to the center. But how do I get the child to look off to the side? Well, what I do is I bring a target, a big white ball that comes into their field, and I wait for them to look at it. And when they do, the first time they do it, I go, "Oh, you found it! You found the white ball! He gets to eat it! The count loves to eat the white ball." And then I bring it in another place. "Ah, you found it again! He loves to eat that." Donc, Louisa Meyer de Boston a vraiment là une démonstration superbe de la périmétrie par confrontation, telle qu'elle peut être appliquée chez l'enfant. Alors, elle a toute une série de vidéos très intéressantes en champ visuel sur l'enfant, mais aussi sur les personnes handicapées. Et je vous invite à prendre connaissance de ces vidéos sur l'Internet. Elles sont accessibles à tout le monde. Le problème de ce qu'on vient de voir, la périmétrie par confrontation, c'est premièrement qu'elle est difficilement quantifiable. On peut difficilement détecter des scotums relatifs de cette façon. On va vraiment voir uniquement de grosses altérations. Et par ailleurs, elle a certaines limites, c'est qu'il est difficile d'évaluer les déficits du champ inférieur. Un certain nombre d'équipes de parlement sont équipées d'instruments, parfois récupérés d'appareils qui existaient au début du siècle dernier. Donc je parle au périmètre à arc, comme vous voyez ici, ou des versions qui ont été modernisées. Et donc avec ces appareils-là, ils essaient d'avoir des réponses, toujours par confrontation. Vous remarquerez, et je pense que le docteur Defort pourra nous en dire un peu plus à ce sujet-là, la disposition des arcs qui permettent donc de présenter les tests dans les 4 cadrans. Il y a aussi des équipes aux États-Unis, bien sûr, en Grande-Bretagne, ainsi que ici c'est aux Pays-Bas, où le dépistage d'enfants atteints de tumeurs est fait de façon systématique dans certains centres,
à l'aide de toujours cette technique de confrontation, ici faite avec des petites boules qui sont peut-être calibrées. La méthode de confrontation, à mon avis, présente quand même un certain nombre de problèmes. Elle est confrontée au problème du partage de l'attention, qui est particulièrement difficile chez le jeune enfant. Pourquoi? Parce que quand vous avez une stimulation centrale, il est tout à fait possible, et c'est vrai surtout chez les très jeunes enfants, qu'elle inhibe la réponse périphérique. Et donc c'est le cas ici où ne serait-ce que la tête de la personne qui fait l'examen, l'orthoptiste ou le docteur Meyer, va stimuler l'enfant au niveau central, ce qui fait que la perception même de la périphérie sera fortement affectée. Dans la littérature, on trouve quelques études à ce sujet. En particulier, cette étude de Hood et Atkinson, qui montre dans 3 sortes de paradigmes. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. L'overlap, c'est vous maintenez une stimulation au centre, par exemple un objet, ou la tête de l'orthoptiste qui fait l'examen, et en même temps, vous présentez un test en périphérie. Le STEP, vous avez toujours la stimulation au centre, mais avant de présenter le test en périphérie, vous l'éteignez. Et le GAP, vous présentez la stimulation au centre, vous l'éteignez pendant un certain temps, un certain gap, avant de présenter la périphérie. Donc ça, c'est des paradigmes qu'on va utiliser généralement chez l'adulte. Et déjà chez l'adulte, on trouve des différences de temps de réponse très importantes entre les 3 conditions. L'overlap étant beaucoup plus tardif pour ce qui concerne la latence de la réponse que le STEP, et le STEP lui-même plus tardif que le GAP. La raison étant probablement que les saccades réflexes sont inhibées par le maintien de la stimulation au centre. Et donc vous voyez ici, et c'est particulièrement remarquable, dans le paradigme overlap, pour les enfants qui ont jusqu'à 6 mois, on a des temps de réponse à la stimulation périphérique quand on maintient l'objet de stimulation au centre qui peuvent dépasser 1 seconde, et même là vous voyez pour 1,5 mois, 3 secondes. Donc c'est un élément très important à prendre en compte quand on veut faire ce type d'examen. Sur Internet, vous allez trouver énormément d'articles pour essayer d'améliorer ces examens chez l'enfant. Il y a toujours l'idée de transformer l'examen en un jeu. Et donc là, je n'ai pas pu résister à vous mettre cette image d'un appareil qui avait été développé dans les années 50 par un ophtalmo italien et un ophtalmo français. Mais cette idée de faire de la télémétrie un jeu a été aussi développée plus récemment. Là, c'est un travail qui a été développé à Manchester, un jeu vidéo en fait, avec toute une série de scènes permettant d'évaluer, d'après les auteurs, de façon fiable, le champ visuel chez l'enfant. Également, on va trouver sur Internet pas mal d'études qui utilisent un eye tracker combiné avec un système de présentation sur écran. Toutes les études que j'ai vues à ce sujet-là étaient ciblées vers des enfants, entre guillemets, qui avaient au moins 12 ou 13 ans. Donc, est-ce que c'est utile d'avoir des appareils spécifiques à ces âges-là? Je ne sais pas. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que si on veut étudier l'enfant, il faut des méthodes différentes en fonction de l'âge. C'est pas la même chose de tester un enfant qui a moins d'1 an qu'entre 1 et 3 ans, entre 3 et 6 ans. Donc là, c'est un exemple développé en Inde, à Hyderabad, la Silicon Valley indienne, pour tester des enfants de probablement quelques mois, mais ça s'appliquerait pas à des enfants plus âgés. À ce sujet-là, on est confronté, là je parle en tant que fabricant, nous sommes confrontés à une explosion de la réglementation. Donc c'est devenu très difficile de mettre sur le marché un nouveau produit. Il faut des études de validation clinique, ça coûte très cher, ce qui fait que pour répondre à des besoins spécifiques, ça demande des investissements que les entreprises ne peuvent pas forcément se permettre.